Merci beaucoup. C'est vrai que mon emploi du temps ne me permet pas de rester aussi longtemps que je l'aurais souhaité. Et je m'étais engagé d'ailleurs, ces emplois du temps, mais j'ai vraiment une contrainte qui m'oblige de vous quitter dans moins d'une demi-heure. Mais rassurez-vous, je ne vais pas parler pour autant pendant une demi-heure. Je vais simplement vous dire qu'après, je serai sûrement obligé de vous quitter trop vite et sans entendre ce qui sera dit après moi. Ensuite, je parle juste après notre collègue qui a évoqué les questions de fin de vie. Et puisque le thème général de cette communication, c'est le suicide et le suicide assisté, permettez-moi simplement de me centrer sur cette question-là, prévention du suicide et suicide assisté. Alors, si vous voulez, je vais évoquer cette problématique à 4 niveaux différents. Le niveau de la loi, ou de ce que serait la loi, le niveau du médecin, le niveau de la prévention et enfin le niveau de fin de vie. Parce que vous verrez que toutes ces situations ne renvoient pas à la fin de vie. La fin de vie, c'est une situation dans l'ensemble de ces situations qu'on évoque lorsqu'on parle de suicide assisté ou provoqué. D'abord, la loi. En fait, on s'interroge s'il faut changer la loi et s'il faudrait que la loi, finalement, autorise, permette ce qu'on appelle le suicide assisté. Vous savez que dans certains pays, notamment des pays proches comme la Suisse ou la Belgique, il est possible d'avoir recours au suicide assisté ou médicalement assisté. Alors je dis ça parce que se poser la question, ce n'est pas faire œuvre de barbare. Les Suisses et les Belges ne sont pas plus barbares que nous. Ce qui veut dire que la question est légitime. Et ceux qui disent qu'il faudrait que la loi donne la possibilité d'avoir recours au suicide assisté ne sont pas des gens qui manqueraient de morale ou qui manqueraient de bienveillance humaine. Ils se posent des questions. Et ces questions, il faut les entendre. Mais je veux vous dire, et on vous a cité quelques-uns de mes ouvrages ou de mes activités, je suis aussi membre de l'Observatoire national du suicide. Donc, je vous dis ça parce que la question du suicide me préoccupe au niveau professionnel depuis à peu près 40 ans. Donc, entendez dans ce que je vous dis, non pas quelqu'un qui a plus de raison de vous parler, mais qui a en tout cas une expérience de ces situations. Ni plus ni moins, mais j'ai cette expérience. Alors, pour moi, la loi, c'est quoi? Une loi, c'est un message. Ce n'est pas seulement une règle. La loi permet ou ne permet pas, mais la loi, c'est un message. Et il me semble que la loi sociale, doit non pas aller dans le sens de mourir dans la dignité, mais plutôt de vivre dans la dignité. Moi, je pense qu'avant de se poser la question, est-ce que nous avons les uns et les autres le droit de mourir dans la dignité, je voudrais, avant que la loi rappelle que chaque personne a le droit de vivre dans la dignité et que l'on donne les moyens à tous de vivre dans cette dignité. Et que souvent, ceux qui vont peut-être réclamer pour eux la mort dans la dignité, ils la réclameront parce qu'ils n'auront pas vécu dans cette dignité. Et je voudrais que la loi ne se méprenne pas. Ce message doit être un message positif. Sinon, si la loi permet comme ça de se suicider et facilite même le suicide, quelle valeur la société porte à la vie humaine? Quelle valeur on porte à la vie humaine? Et après tout, pourquoi se choquer que finalement des gens disparaissent, que des gens... Et puis, pourquoi ne pas aller vers la peine de mort? Pourquoi pas? Après tout, si la vie n'a pas plus de valeur que ça, pourquoi être offusqué par le fait qu'on puisse condamner des gens à mort, etc. Donc, vous voyez que sur ce point-là, du droit et de la loi, moi, je suis absolument centré sur l'idée que la loi doit
être un message de vie, un message positif de vie, et non pas simplement une possibilité de mort. Deuxièmement, la mort dans la dignité, je ne sais pas trop ce que veut dire cette expression. Je pense que mourir est forcément digne, parce que mourir c'est humain, et que c'est l'humain qui a la dignité. La dignité est consubstantielle à la personne humaine. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a des humains qui meurent indignement. Et qui seraient ces humains qui mourraient indignement? Je ne sais pas. Je pense que chaque humain, parce qu'il est humain, mourra dans la dignité. Parce que c'est sa qualité humaine d'être digne. Alors, évidemment, on peut s'interroger, non pas sur la dignité de la mort, mais sur les conditions de la mort. C'est un autre débat. Mais pour ce qui est de la mort dignement, je crois que tout un chacun meurt forcément dignement, parce que c'est, j'allais dire, excusez-moi de cette expression, qui est peut-être un peu osée, c'est le dernier acte de notre existence que de mourir. Et puisque nous sommes dignes de vivre, nous sommes tout autant dignes de mourir, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est une réflexion par rapport à la loi. Par rapport au rôle du médecin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le suicide médicalement assisté? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le terme de suicide. Je pense que le terme de suicide, c'est l'histoire d'un comportement de soi par rapport à soi et d'une mise en danger de soi-même. Mais vous voyez bien que dans ce comportement-là, il n'y a pas la place pour l'autre. Il n'y a pas de place pour l'autre. Si un autre agit, alors on change. On n'est plus dans le suicide. On est éventuellement dans l'homicide. Et je trouve absolument inacceptable de parler de suicide lorsqu'il est assisté, lorsque l'acte est assisté. Parce que, encore une fois, le suicide se définit par, certains avaient dit, le meurtre de soi-même, mais en tout cas une décision personnelle de mettre fin à ses jours, ou en tout cas d'atteindre à sa propre santé. Donc, je ne vois pas ce que le médecin viendrait faire dans ce qu'on appellerait le suicide médicalement assisté. Et je pense pour ma part que le suicide ne peut être que médicalement évité et non pas assisté. Voilà ce que je pense. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais oui, parce que nous sommes médecins. Après tout, si on ne veut pas ça, alors on n'est pas obligé de faire de médecine. La médecine, c'est quand même une défense de la vie. Mais entendez-moi bien, parce que je vois ce qui pourrait être les débats sous-jacents. Quand je dis la vie, je veux dire la vie humaine. C'est-à-dire pas seulement la vie biologique, pas seulement la vie physiologique, mais d'abord la vie relationnelle, la vie sociale, la vie intellectuelle, la vie spirituelle. C'est ça, la vie pour moi. Et c'est ça que le médecin doit défendre. Et évidemment, dans certaines circonstances, ce qui pourrait apparaître comme vivant sur le plan biologique ne sera plus vivant sur le plan humain. Et c'est là peut-être qu'il y a le débat, qu'il pourra y avoir le débat pour le médecin. Mais je pense que le médecin doit toujours faire le pari de la vie humaine. Et donc, lorsqu'un médecin est face à une personne qui a fait un geste suicidaire, je crois qu'il doit tout faire pour que cette personne, si elle est encore en vie, reste en vie. Et après, l'accompagnement, ça sera de lui permettre de vivre le mieux possible du reste de son existence. Et vous savez que, heureusement, il y a beaucoup plus de personnes qui survivent bien à un acte suicidaire que de personnes qui en meurent. Beaucoup plus. Puisque, alors je vais vous donner des chiffres, mais ça sera très à la louche. À peu près 120 000 personnes qui tentent chaque année de se suicider, 120 000 personnes différentes qui tentent de se suicider, et moins de 10 000 qui en meurent. Ça veut dire que statistiquement, il y a au moins 110 000 personnes qui survivent à leur geste suicidaire et qui continuent de vivre. Et certains pouvant même construire une vie pleine, une vie riche, etc. Donc je crois que médicalement, on a raison de soigner quelqu'un qui a fait une tentative de suicide pour lui éviter d'en mourir et surtout pour lui permettre de vivre, de continuer sa vie. Et c'est ce que j'appelle le choix dans la vie et non pas le choix de la mort.
Parce que lorsqu'on est mort, il n'y a plus de choix possible. Et la mort est un choix unique qui ôte tous les autres choix. Tandis que la vie seule, la continuité de la vie, permet l'expression du choix. C'est pareil pour le choix et pour la liberté des personnes. Alors voilà pour ce qui est du médecin. Je pense que la position du médecin, elle doit être de poursuivre la vie. Pour ce qui est de la prévention, alors là, je crois qu'il faut être très clair. Je dis souvent, je suis pour la prévention, mais je ne suis pas contre le suicide. Je suis pour la prévention, je ne suis pas contre le suicide. Et je suis en désaccord, d'ailleurs, avec le programme de lutte contre le suicide. Ce programme de lutte contre le suicide, qui date d'il y a à peu près 3-4 ans, avant il s'appelait plan de prévention du suicide. Et c'est très différent, parce que je n'exprime pas là une position philosophique. Et moi, je ne me reconnais pas le droit de dire ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de pas bien aux autres. Moi, je suis médecin, je témoigne de ma pratique médicale. Mais je n'ai pas de qualité morale. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas imam. Je suis médecin et je parle de cette pratique. Mais pour ce qui est de la philosophie, je crois que chacun a le droit de penser que peut-être le suicide est une solution pour lui-même. D'ailleurs, moi qui vous parle, ayant beaucoup réfléchi professionnellement sur la question, je ne peux pas vous dire absolument que je ne mourrai pas de suicide. Je n'en sais rien à l'heure qu'il est. La position philosophique, elle appartient aux philosophes, elle appartient à nous tous en tant que citoyens. Et donc, je n'ai pas à combattre cette position philosophique. D'ailleurs, je vous rappelle que cette position philosophique, qui donne la possibilité à tout un chacun de se suicider, pas d'être suicidé, mais de se suicider, cette position-là, elle a été combattue pendant des siècles, puisque c'est la religion, notamment catholique, qui a condamné le suicide et qui en a fait le crime des crimes, le blasphème suprême contre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le corps des suicidés était un corps violenté. On violentait le corps des suicidés. Et les familles de suicidés ne pouvaient pas hériter de la personne morte de suicide. Et donc, si vous voulez, il y a eu toute une opprobre contre le suicide. Et moi, je pense qu'il faut absolument se départir de cette opprobre. Il n'y a rien de honteux sur le plan humain à se suicider, encore une fois. Mais je suis pour la prévention. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est dans ce questionnement-là, je crois qu'il faut l'aider à faire le choix qui est le choix de la vie plutôt que l'enfermement dans la mort. Et pour avoir rencontré beaucoup de gens en risque suicidaire, en tentation suicidaire, je peux vous dire que ces personnes, souvent, sont dans une espèce d'impasse relationnelle, d'impasse sociale, d'impasse personnelle, que finalement leur vie c'est un mur qui se dresse devant elles et qui ne peuvent pas se projeter au lendemain. Le lendemain devient quelque chose d'impossible. Eh bien, si on les aide à franchir cet obstacle, alors ils peuvent reprendre le chemin de la vie. C'est ça la prévention. C'est pas obliger, comme je l'entends des fois, les gens à vivre. Ça ne veut rien dire. Jamais je n'obligerai quelqu'un à vivre. Mais c'est simplement lui donner les moyens de choisir de continuer sa vie. Et ça, c'est extrêmement différent. Et évidemment, ça nous implique. Et c'est un chemin. C'est pas simplement claquer dans les doigts en disant, ça y est, vous êtes vivant, tant mieux pour vous, et continuez votre vie. C'est aussi l'accompagner. C'est l'accompagner, et je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan physique, s'il a des séquelles, sur le plan moral, et sur le plan social, et éventuellement sur le plan spirituel, si certains veulent aller dans ce sens-là. Donc voilà ce que c'est que la prévention. Et puis enfin, pour ce qui est de la fin de vie. Alors, je sépare tout à fait les situations de fin de vie dont on vous a parlé à l'instant des situations de suicide. Parce que dans le suicide, les gens qui se suicident, ils n'ont pas une maladie incurable. Hein. Ils ne sont pas dans des phases terminales de situations pathologiques. Quelqu'un qui se suicide, il peut être sur le plan de sa santé physique, je dis bien physique et physiologique, peut-être en meilleure santé que celui qui vous parle. Donc, ce n'est pas une question de pathologie, le suicide. Mais la fin de vie, je vais en dire simplement un mot pour terminer, parce que je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Je suis personnellement opposé, vous l'aurez compris, au suicide médicalement assisté. Je suis aussi opposé à l'euthanasie. Alors, vous allez me dire, mais alors finalement,
qu'est-ce que vous défendez? Vous défendez la loi Claes-Leonetti. Pourquoi pas? Mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin que cette loi. Je pense que c'est un peu paradoxal de dire on ne provoque pas la mort, mais on utilise la sédation profonde, prolongée, etc., dont on sait qu'au bout d'un certain temps, eh bien, la mort surviendra. Je pense que c'est une position qui manque de clarté. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au soin ultime. Je pense que le soin palliatif, c'est d'accompagner la personne aussi long qu'on le peut, et tant que sa souffrance ne sera pas telle qu'elle souhaite arrêter de souffrir. Et que si on n'a pas d'autres possibilités pour arrêter cette souffrance, et là, vous voyez, on est bien dans le soin, on est dans le soin, on n'est pas dans la mort, on est dans le soin. Et si on ne peut rien d'autre pour arrêter cette souffrance que d'utiliser un médicament, et je dis à dessein un médicament qui est létal, je dis que là, nous sommes dans le soin ultime. Nous ne sommes pas dans l'euthanasie, nous sommes encore moins dans le suicide assisté, nous sommes dans le soin ultime, ce qui veut dire qu'avant que ce soin ultime soit choisi, on aura accompagné aussi long qu'on le pourra et aussi long qu'elle le souhaitera la personne qui est en situation de grande souffrance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être vais-je garder quelques secondes le micro avant de proposer à la salle les questions. Vous avez évoqué à un moment donné la question essentielle, effectivement, hein, et un point très important. Tout le monde meurt dignement. Est-ce que parfois, dans certaines situations, pas forcément autour fondamentalement de la question d'une personne qui aurait souhaité faire un geste suicidaire, mais est-ce que parfois dans les questions plutôt des situations de fin de vie, il n'y aurait pas des personnes qui auraient perdu le sentiment de leur dignité, en fait? Oui, il y a des personnes qui vivent des situations de grande déchéance personnelle. Et c'est aux soignants, justement, de les convaincre qu'elles ne sont pas déchues. Moi, quand quelqu'un est en face de moi, jamais je n'ai l'idée qu'il soit déchu. Alors, s'il se vit déchu, il faut en parler avec lui. Il faut en parler avec lui. Évidemment, encore une fois, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'imposer à qui que ce soit de vivre. Il faut lui donner les ressorts, la dynamique psychologique pour poursuivre sa vie. Et vous savez, la déchéance, elle est souvent contingente. Pourquoi des gens se sentent déchus? C'est souvent dans le regard de l'autre. Pourquoi des personnes âgées se sentent à un moment donné inutiles? C'est parce que quelle place donne la société aux personnes âgées aujourd'hui? Vous voyez, on trouve même que les retraites, c'est trop cher. Alors oui, si les retraites sont trop chères, ça veut dire que la vie des retraités, ça ne vaut pas grand-chose, quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Il faut quand même se poser la question de la place que la société, c'est pour ça que j'ai parlé de la loi tout à l'heure, quel sens la société elle-même donne à la vie humaine. C'est très important, ce débat. Et avant que quelqu'un se sente déchu, il faudra au contraire lui dire que sa vie est digne, la vie d'une personne est digne, et il faut aider à cette dignité dans la vie, et pas par la mort. Aider dans la vie, la dignité, et pas dans la mort. Et ça, c'est l'affaire des soignants, et c'est l'affaire des soignants au sens large du terme, médecins et tous les soignants, mais c'est aussi l'affaire de la société elle-même, les associations, enfin tous ceux qui viennent en aide. Juste un mot, vous savez peut-être que 5% des personnes âgées déclarent penser à leur propre suicide. C'est une étude américaine que je vais vous citer. 5% des personnes âgées, tout venantes, âgées de plus de 65 ans. Remarquez, moi j'ai plutôt tendance à dire âgées de plus de 70 ans. Vous voyez, plus on vieillit, plus... Voilà. Donc très âgées, on va dire très âgées. Bon. 5%. Quand ces mêmes personnes, âgées, du même âge, ont un diagnostic de dépression, quand elles ont un état de dépression, leur pensée suicidaire, ce n'est plus 5%, c'est 55%. Ça veut dire que la pensée du suicide est moins rattachée à l'état de la personne, à son état de personne âgée, ou son état de déchéance physique éventuellement. C'est rattaché à la dépression. Eh bien, la dépression, que je sache, et je crois le savoir un peu puisque je suis psychiatre, ça se soigne.
Avant de dire elle va mourir, il est bien qu'elle meure puisqu'elle a choisi de mourir, il faut d'abord se dire on va la soigner. Donc vous voyez que, y compris à un âge dit avancé, le suicide dit philosophique, qui serait un choix libre et volontaire de la personne de disparaître, ce suicide philosophique, il ne représente en tout état de cause qu'une marge de l'ensemble des risques suicidaires. Et c'est pour ça qu'il y a lieu, effectivement, de prévenir le suicide, même à cet âge. Merci. N'hésitez pas s'il y a des questions et réactions. Non ? Je laisse M. Saltel se rasseoir. Est-ce que vous auriez une question ? Non ? Non, mais... J'ai deux questions. Vous avez dit très justement, vous avez rapporté la question du suicide à la personne de l'autre. Et je pensais, je m'attendais à ce que vous parliez des proches des suicidants, en fait. Parce que l'une des questions, c'est quand même que le suicide peut sembler très souvent accusatoire des proches, n'est-ce pas ? Voilà, on s'interroge toujours et on n'a jamais la réponse sur les causes, les raisons d'un suicide. Et très souvent, le regard se tourne à ce moment-là vers ceux qui entourent, vers ceux qui ont eu des relations avec la personne qui s'est suicidée. Donc, il y a quelque chose comme une accusation sans désignation qui accompagne le suicide. Voilà. Et puis ma deuxième question, elle portait sur votre proposition terminale. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, d'un médicament létal. Je m'interroge sur les effets d'une telle proposition, sur la confiance que les patients peuvent avoir dans le corps médical. Bien, j'avais dit que je devais partir dans 5 minutes. Là, on est parti pour 1 heure. Non, mais je comprends tout à fait. D'abord, c'est vrai que je n'ai pas du tout évoqué votre première question. Et je l'ai fait volontairement parce que je n'avais pas le temps, parce que c'est un vrai débat. Vous savez, des fois, le suicide est accusateur d'une personne nommément. Et j'avais pu écrire dans un des ouvrages que vous avez cités que dans certains cas de suicide, c'est lui qui meurt et c'est l'autre qui se retrouve en enfer. Oui. Donc vous voyez combien je vais dans votre sens. Mais pour parler des réactions de l'entourage au deuil du suicide, je vous assure, il me faudrait au moins 20 minutes pour ne pas dire des choses banales que vous savez tous. Donc vraiment, je ne peux pas l'aborder. Non pas pour dire que ce n'est pas important, c'est très important, mais là, je n'ai pas, je peux pas, j'ai pas le temps d'aborder. Et puis pour l'autre question, je parle de soins ultimes justement, mais pas terminaux. Qu'est-ce que c'est ? D'abord, vous savez, par métier, je ne sais pas, j'ai rencontré, je ne sais pas le nombre de morts que j'ai vus, par métier de médecin légiste. Et comme psychiatre, j'ai vu aussi de nombreuses personnes qui avaient fait des tentatives de suicide. Et je ne sais toujours rien de ce que c'est que mourir. Je ne sais toujours pas ce que c'est que mourir. Je ne sais pas ce que c'est que ce moment mystérieux, certains pourraient dire fascinant, du passage de la vie à la mort. Et biologiquement, dans certains cas, on peut expliquer biologiquement ou physiologiquement. Par exemple, une hémorragie brutale, on comprend physiologiquement pourquoi la personne décède. Mais sur une personne qui est dans une phase agonique, si vous lui faites, par exemple, des analyses tous les jours de ses constantes biologiques, enfin, vous savez, tout ça, bien. Eh bien, rien ne nous dit, dans ces constantes-là, pourquoi elle est morte ce jour-là et pas la veille, j'allais dire et pas le lendemain, mais ça, on n'aura pas pu le voir puisque c'est trop tard. Donc, vous voyez, je vais dire, ça reste physiologiquement, le phénomène de la mort reste très mystérieux. Et pour quelqu'un qui, encore une fois, j'allais dire, à côtoyer les morts au quotidien, et des morts dans des situations très différentes. Par contre, ce que je sais, et je vais peut-être terminer par là, vous m'en excuserez, vraiment, ce n'est pas pour éviter le débat, mais les personnes ont besoin
d'être là quand leur proche meurt. Et on a besoin, si on n'est pas là, si on n'a pas pu être là, on a besoin que quelqu'un nous raconte comment il est mort. Et je pense que dans les services de soins palliatifs, en tout cas dans les services de médecine générale, où les gens meurent après une certaine phase, disons, de fin de vie ou une phase agonique, quand la personne meurt, disons, pendant la nuit et que la famille n'a pas pu rester, quand on appelle la famille et en disant, voilà, les personnes s'attendaient quand même à cette issue, mais on ne savait pas quand. Bon, les gens viennent, et qu'est-ce qu'ils demandent à ce moment-là? Ils demandent à rencontrer, non pas le médecin-chef du service, non pas le cadre du service, etc. Ça, ils peuvent peut-être le rencontrer aussi, mais la personne qui était là au moment où il est mort. Et qu'on a besoin de se représenter son proche au moment où il est mort. Et on se pose des questions. Est-ce qu'il a appelé? Est-ce qu'il a crié? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'il a parlé? Éventuellement, est-ce qu'il a parlé de moi? Est-ce qu'il m'a appelé? Pas est-ce qu'il a appelé, mais est-ce qu'il m'a appelé? Vous voyez, donc tout ça autour de la présence de l'autre et comment je suis avec l'autre, comment j'étais avec l'autre. Et ça, c'est très inscrit, je crois, dans notre réalité humaine. Parce que j'ai fait cette expérience 1000 fois. Enfin, 1000 fois, c'est une image, évidemment. Par contre, quand il y a une mort violente, bien sûr suicidaire, mais parfois accidentelle, je ne parle pas aussi des crimes, eh bien, quand il y a une mort violente, personne ne peut témoigner du moment dernier. Personne ne peut témoigner du moment dernier. Et là, il se crée un questionnement sur mais comment il était, qu'est-ce qu'il a ressenti, est-ce que je lui ai manqué, est-ce qu'il a eu mal, et ça, et je vais terminer par cette idée, puisque je suis médecin légiste, je pense que le médecin légiste peut aider les proches à progresser dans la compréhension de ce qu'a été cette mort sans témoin. Voilà. C'est pour ça que les médecins légistes doivent rencontrer les familles, leur expliquer ce que eux, médecins, et en tant que médecins, ils ont compris de la réalité de cette mort. Voilà, je vais m'en aller. Merci, au revoir. Nous passons à l'intervention suivante. Quelles réflexions éthiques dans la prévention du suicide? Nous accueillons donc Benoît Chalancon, infirmier au centre hospitalier Le Vinatier et travaillant à l'équipe de Psymobile. Et puis le docteur Édouard Laune, médecin psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier, également dans l'équipe de Psymobile et également doctorant en philosophie. Bonjour à tous. On doit dire tout notre plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. On a dû passer par quelques gilets jaunes pour arriver jusque-là, mais nous voilà depuis Lyon. Nous travaillons donc tous les deux effectivement dans le centre de prévention du suicide du centre hospitalier le Vinatier et on a monté avec Sonia Ben Khalifa et Élodie Camier-Lemoine un groupe de réflexion éthique sur les conduites suicidaires. Vous entendez pas bien ? Excusez-moi. Un groupe de réflexion éthique sur les conduites suicidaires avec cette idée justement de se poser cette question centrale, quelque part. Qu'est-ce qui nous donne la légitimité à prévenir les conduites suicidaires, à empêcher la mort de personnes, à empêcher des personnes de se suicider, avec cette question que les patients nous posent parfois, qu'une patiente m'a posée il y a quelques jours, mais pourquoi est-ce que vous êtes contre la mort comme ça des gens? Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas les gens mourir en paix? Et c'est vrai, quand cette question arrive comme ça, qu'est-ce qu'on répond? On n'est pas contre la mort, hein. On sait que malheureusement, effectivement, on va tous y arriver un jour. Mais par contre, comme le disait le professeur Debout, on est là pour prévenir le suicide, prévenir ces morts sans témoin, parce que c'est vrai que c'est une réalité. Alors, le professeur Debout a déjà posé un certain nombre de points très intéressants sur lesquels il sera assez simple de poursuivre la réflexion. J'aurais tendance à ajouter effectivement un autre point que j'essaierai d'articuler avec celui de ce qu'on appelle la postvention. On verra ce que c'est la postvention. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Le terme de postvention, c'est un terme spécifique de la prévention du suicide qui s'intéresse à la prise en charge des endeuillés par suicide. C'est-à-dire tout ce qu'on met en place lorsqu'il y a eu un suicide. Et justement, un des
fondement peut-être éthique de la question de la prévention du suicide, c'est cette question de la postvention. On en parlera. Et une autre qu'on a tendance parfois à oublier dans les questions d'éthique, c'est celle des inégalités de santé. Hein, on pense souvent la question éthique de manière très individuelle et on oublie cette question-là. Qui sont les gens qui se suicident, hein? Le professeur Debiot vous a donné quelques chiffres, mais quelque part, qui sont ces gens qui se suicident? Est-ce que vraiment ce suicide philosophique finalement existe-t-il? Quels sont les déterminants qui vont amener une personne à se suicider et comment est-ce qu'on peut essayer de corréler tout ça? Alors, la question du suicide médicalement assisté, je crois qu'on est tous d'accord dans le champ de la prévention du suicide pour dire que c'est un très mauvais terme. C'est un terme qui nous convient pas bien parce qu'il nous oblige à chaque fois à devoir dire ça n'a rien à voir avec le suicide que nous voyons au quotidien. Ça n'a rien à voir parce qu'effectivement, c'est une autre réalité. Et ça nous oblige un petit peu à chaque fois à faire toute une explication en quoi c'est pas la même chose. Et à la fois, si ces deux termes ont été choisis pour deux réalités différentes, c'est peut-être parce que quelque part, ils se recoupent à certains endroits. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'existence du suicide médicalement assisté, on l'appellera comme ça puisque c'est le terme dans certains pays, s'il pose des questions légales chez nous, il pose quand même une question morale ou en tout cas une question éthique. C'est-à-dire qu'il ouvre cette question, existe-t-il un droit au suicide, entre guillemets? Existe-t-il un droit moral de laisser des gens se suicider? Puisqu'on l'autorise pour certains, pourquoi est-ce qu'on empêcherait, entre guillemets, d'autres personnes de se suicider? Ça, c'est une question que les patients peuvent nous poser. Hein. Si j'allais en Suisse, on me laisserait mourir, on m'aiderait à mourir. La réalité, c'est que ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Mais en tout cas, ça ouvre cette question d'un droit au suicide. Et dans la littérature internationale, sur la question de l'éthique, de la prévention du suicide, un certain nombre de philosophes, de chercheurs sur ces questions en viennent effectivement à cette question il existe sans doute un droit au suicide, ou en tout cas, il y a certains cas où il semblerait qu'on puisse autoriser, entre guillemets, des personnes à se suicider. Il faudrait voir quelles sont les conditions, mais puisqu'on autorise certaines personnes, du moment où la personne a la capacité de décision, on pourrait la laisser se suicider. Ce sont deux auteurs qui s'appellent, si je ne me trompe pas, Christopher Ryan et Sacha Callaghan, qui sont deux Australiens, qui travaillent à Sydney, et qui soutiennent cette proposition en disant finalement on pourrait autoriser un droit au suicide du moment où la personne fait montre de capacité de décision qui démontre une autonomie, hein, il y a ce terme d'autonomie qui est au premier plan de la bioéthique, une autonomie qui nous interdirait ou ne nous autoriserait pas à l'empêcher de se suicider. Et on voit que cette position, elle est quand même pas si simple que ça à tenir quand on fait de la prévention du suicide au quotidien, outre les questions concrètes qu'elle pose, hein, comment est-ce qu'on mesure une capacité ou pas à décider, comment est-ce qu'on qualifie que quelqu'un a plus d'autonomie qu'un autre, et puis surtout elle pose la question de est-ce que la question de l'autonomie peut être le seul déterminant éthique ou le seul fondement éthique sur lequel on peut se reposer pour prévenir le suicide. On pensait à un exemple en venant dans la voiture, on se disait, si là vous repartez de cette journée et vous marchez sur un pont, vous croisez quelqu'un qui veut sauter. A priori, vous allez l'empêcher de le faire, je pense. La plupart d'entre vous vont l'empêcher de le faire. Bon, peut-être certains le laisseront sauter, mais la plupart d'entre vous vont l'empêcher de le faire. Que ce soit un gilet jaune ou pas, peu importe. Mettons de côté la question du port du gilet jaune. Qu'est-ce qui fait fondamentalement qu'on va l'empêcher? On ne va pas se poser la question de l'autonomie, on ne va pas se dire oui, c'est un être autonome, etc. Quand bien même on discuterait avec lui pendant 1h30, pendant 2 heures, a priori, au bout d'1h30, 2 heures, on ne le laissera pas se suicider non plus. On ne va pas se dire j'ai jugé qu'il était en capacité de prendre une décision de manière autonome, etc. Donc il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Ça veut dire que finalement le suicide est quelque chose de très relationnel, social, mais du coup il y a une forme d'éthique relationnelle, une éthique de la sollicitude, une éthique de la responsabilité pour autrui. On pourrait faire appel à Lévinas, on pourrait faire appel à plein de choses, mais en tout cas il y a quelque chose qui est au-delà de la simple question de l'autonomie. Il y a quelque chose d'autre qui se joue. À la fois sur la personne qui va vouloir prévenir le suicide, on parlait tout à l'heure de la souffrance des familles, la souffrance aussi des professionnels. Hein, on fait des études, la postvention dont je vous parlais, c'est aussi auprès des professionnels. Un professionnel qui perd un de ses patients par suicide, c'est un vrai impact aussi. Hein, on a fait une étude là, par exemple, sur les jeunes internes en psychiatrie, 8% d'état de stress post-traumatique chez des jeunes internes en psychiatrie parce qu'ils ont perdu un patient par suicide. Ça a un impact, ça, quand même, derrière. Ça veut dire que c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension, même pour les professionnels de santé.
D'accord ? Alors comment fonder ensuite une éthique autour de ça, hein ? Est-ce qu'on peut fonder une éthique sur la question de l'impact sur les proches ? C'est des vraies questions. On a mis ça en PowerPoint parce que sinon on n'aurait mis que des points d'interrogation. On s'est dit que c'était pas très intéressant. Mais voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent comme ça. D'accord ? L'impact sur les professionnels, l'impact sur la famille. Hein ? Il faudrait effectivement plusieurs heures, et même plutôt que plusieurs heures, il faudrait une journée. Je vous invite à venir à Lyon le 12 février prochain. On fait une journée sur la postvention organisée par notre service. Parce qu'il faut une journée effectivement pour parler de l'impact d'un suicide. Qu'est-ce qui se passe après ? Hein, il y aura des personnes endeuillées par suicide, notamment qui témoigneront de l'enfer, comme disait le professeur Michel Debout, l'enfer qu'est cet après. D'accord ? Mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut également faire reposer une approche éthique qui se pose ces questions-là ? D'accord ? Ces questions relationnelles, ces questions de ce qu'on a appelé dans le GREX une éthique narrative aussi. Hein ? Parce que finalement, pourquoi vous n'allez pas laisser sauter la personne du pont ? Parce que vous avez envie d'en savoir plus. Qui il est ce monsieur ? Pourquoi est-ce qu'il en est là ? Par quoi est-ce qu'il est passé ? Qu'est-ce qu'on peut peut-être essayer de construire ensemble pour les 5 minutes qui viennent, pour les 10 minutes qui viennent ? Je laisserai Benoît après parler un petit peu de concrètement, qu'est-ce que c'est cette forme de narrativité ou d'éthique relationnelle au quotidien dans un centre de prévention du suicide. D'accord ? Donc, tous ces points sont importants. Et je rajouterai celui que j'ai énoncé au début, qui est la question des inégalités de santé. Qui sont les gens qui se suicident ? Le professeur Michel Debout vous disait à peu près 9000 suicides actuellement par an en France. Qui sont-ils ? Principalement, pas uniquement, mais principalement, des personnes en difficulté sociale, en difficulté économique. D'accord ? Dans le monde, 2/3 des suicides sont des suicides de personnes pauvres. D'accord ? Ce sont les femmes précaires en Inde, ce sont les paysans pauvres d'un ensemble de pays, dont le nôtre. Dont le nôtre. D'accord ? Donc ça signifie aussi qu'il faut sortir d'une vision peut-être atomiste ou individualiste de l'éthique de la prévention du suicide pour voir le suicide dans tout ce qui revêt de profondément social. Il y a des causes médicales, on l'a dit, 90 à 95% des personnes qui sont décédées par suicide souffraient d'une pathologie mentale, d'accord ? Dont 70% de dépression. D'accord ? Mais qui sont les gens qui souffrent de dépression ? Encore une fois, davantage les personnes précaires, les personnes pauvres. D'accord ? Donc, c'est penser aussi une éthique, entre guillemets, de la santé publique, qui est, je ne sais pas si c'est très connu en France, mais en tout cas qu'on retrouve beaucoup dans les travaux internationaux, penser l'éthique sous l'angle de la santé publique. D'accord ? Il y a ce qu'on fait pour une personne, il y a ce qu'on fait pour une population. D'accord ? On peut prendre un exemple très concret, le suicide des agriculteurs en France. D'accord ? Un agriculteur décède par suicide tous les 2 jours en France. D'accord ? On a une profession qui est en train de mourir à petit feu par suicide. D'accord ? Donc la prévention du suicide, une éthique de la prévention du suicide, c'est, au-delà de la question de, effectivement, l'individu, c'est aussi, plus largement, d'une population particulière. Je cite les agriculteurs, pour des raisons personnelles, mais je pourrais citer plein d'autres communautés, plein d'autres professions, plein d'autres milieux sociaux qui sont tout autant touchés. D'accord ? Donc c'est comment repenser cette éthique de la prévention du suicide autour de tous ces déterminants, finalement, qui vont faire qu'une personne en vient à avoir des idées suicidaires. D'accord ? Et que finalement, existe-t-il réellement une forme de suicide philosophique ? Le professeur Debout posait la question. Entre guillemets, encore une fois, cette question-là, elle peut être une question peut-être de philosophe. En tant que médecin, la position ne sera pas tout à fait la même. D'accord ? C'est-à-dire, en tant que médecin, on se doit, comme le disait le professeur Debout, de vouloir prévenir le suicide à tout prix. Après, on peut discuter avec les patients, bien sûr, de plein de choses. On peut avoir des discussions philosophiques sur qu'est-ce que c'est que le suicide, qu'est-ce que c'est que la mort. Mais en tout cas, a priori, on va tous empêcher le monsieur de sauter du pont. Et puis on va discuter, puis on va se connaître. Et puis si 3 mois après, il nous dit cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'y aller, on va quand même essayer de prévenir le suicide, vous voyez. Je vais laisser la parole à Benoît pour qu'il puisse peut-être exprimer un petit peu ce que ça veut dire au quotidien, cette éthique relationnelle, cette éthique narrative finalement, qui fait que autour du lien et de la parole, on va pouvoir prévenir des suicides et nouer des relations avec des patients et des personnes, surtout des personnes qui nous appellent et qui viennent chercher de l'aide auprès de nous. J'allais dire, pour revenir un peu les pieds sur terre, et pour vous proposer
quelques mots du quotidien de ma pratique. Je pourrais peut-être vous parler de ce coup de fil que j'ai passé en début de semaine. Et on va voir un peu à travers ce cas comment est-ce qu'on pourrait parler de l'éthique relationnelle va s'appliquer à cette histoire-là. C'est un monsieur qui nous est signalé par un service d'urgence de Lyon qui est passé en consultation dans un contexte de crise suicidaire. Des problèmes d'endettement, des problèmes de logement fragile à durée limitée, on pourrait dire, des problèmes de couple aussi, qui l'ont amené du coup à prendre des médicaments dans l'intention de vouloir en finir. Après consultation, on lui propose une prise en charge et on lui propose aussi qu'un infirmier du centre de prévention du suicide lui passe un petit coup de fil pour prendre de ses nouvelles. Alors pour prendre de ses nouvelles, c'est un message plutôt humaniste et a priori plutôt séduisant. À travers ça, il y a aussi l'idée de proposer une réévaluation du risque suicidaire. Il y a aussi l'idée de soutenir le projet de soins. Mais quand on appelle pour prendre des nouvelles, en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on écoute. On écoute sans jugement, on écoute pour essayer de recevoir un peu toute la souffrance que ce patient a à nous déverser, avec cette obligation de vouloir accompagner à tout prix et puis ne pas lâcher. Parce que ce monsieur, le jour où je l'ai rappelé, il m'a expliqué que, en fait, la veille, ça y est, c'était terminé, sa copine l'avait définitivement quitté. Et que ça tombait plutôt bien, en fait, que je lui passe un petit coup de fil, parce que depuis quelque temps, il regardait les ceintures. Il regardait les ceintures parce qu'il se disait que maintenant qu'elle était partie, la seule chose qu'il y avait à faire, c'était en finir. Et du coup, j'arrive un peu à ce moment-là, et il me dit, en fait, j'ai bien besoin d'un coup de main, et j'ai bien besoin que quelqu'un vienne me demander à quel point ça va mal en ce moment. Et je ne peux pas lui faire de fausses promesses, je ne peux pas lui promettre que sa compagne va revenir, je ne peux pas lui promettre qu'il va retrouver du travail demain. Par contre, je peux lui promettre de ne pas le lâcher dans sa souffrance. Je peux lui promettre que pour moi, il est important. Je peux lui promettre que moi, je vais continuer à l'appeler et je vais m'engager à lui proposer une consultation dès le lendemain sur le centre de prévention du suicide. Voilà. C'est un peu ça, le job des infirmiers au centre de prévention du suicide, c'est de recevoir cette souffrance et d'avoir une sorte de... On parlait d'obstination tout à l'heure, c'est l'obstination du lien. Voilà. Et de vouloir ne pas lâcher, voilà, de se montrer présent. Voilà un peu ce que je voulais vous raconter. Bien, merci. Nous avons encore le temps de quelques questions. Oui. Moi, je précise tout de suite, je ne suis pas médecin. J'ai une question concernant le suicide chez les personnes âgées. J'ai eu dans ma carrière professionnelle un exemple qui m'a posé tout le questionnement éthique auquel j'ai encore pas répondu aujourd'hui. Sur une personne qui était atteinte dans sa dignité, Marie-France Calu nous en a parlé tout à l'heure, par le fait que c'était un notable et que du coup son état physique s'était fortement dégradé, donc il disait « je suis atteint dans ma dignité ». Et puis un jour, il avait fait savoir qu'au moment d'un changement de chambre, il voulait se retrouver face au cimetière, parce que c'est dans ce cimetière qu'étaient enterrés ses proches, sa femme, ses enfants, et qu'il voulait les rejoindre le plus vite possible. Et puis, il a un jour été retrouvé décédé sur son lit, tranquillement. Ce qui, a priori, n'a pas posé de problème au médecin pour signer le certificat de décès, puisque ce n'était pas franchement une mort violente, donc en EHPAD, en plus, ça semblait tout à fait logique. Et puis au moment où la chambre a été faite par les personnes de ménage, elles ont retrouvé des boîtes de médicaments vides. Ne me demandez pas le nom du médicament, j'en sais rien. Mais ils ont amené les médicaments au médecin coordonnateur, qui est venu me voir en me disant s'il a pris tout ça, oui. Effectivement, il a pu provoquer sa mort. Et ce qui m'a fait réfléchir, c'est que du coup, on n'a peut-être pas vraiment entendu ce qu'il nous avait dit, et il a été obligé d'élaborer toute une stratégie pour arriver à ce qu'il voulait arriver, parce que son état physique ne lui permettait pas de sauter par la fenêtre. Il avait gardé son état mental,
sa santé mentale, et il avait suffisamment d'argent pour se procurer les médicaments pour pouvoir en stocker et pour pouvoir après mettre fin à ses jours. Alors, on ne sait pas s'il a vraiment mis fin à ses jours en ingurgitant les médicaments ou si c'est là une mort qui est arrivée comme ça. N'empêche qu'on s'est fortement posé la question. Et quand j'entends que finalement le suicide c'est un état pathologique, je me demande si, mais c'est une question, hein, parce que moi je vous dis bien, je ne suis pas médecin, si le fait de forcer derrière tout le temps la réflexion sur l'état pathologique du suicide, ça ne devient pas un acharnement thérapeutique. Il nous reste combien d'heures là pour Oui, non. Alors c'est sûr que la prévention du suicide chez les personnes âgées, c'est encore une autre question à part, mais c'est une vraie question. On sait que la population des personnes âgées est une des populations les plus touchées par le suicide. Hein, et la question, c'est effectivement de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas partir finalement lorsqu'ils en ont envie? On pourrait un petit peu poser la question comme ça. Je dirais que la question est la même que ce qu'on a mis un petit peu en avant, c'est dans quel contexte, de quelle manière, qu'est-ce qui fait que la personne ne veut plus être là, hein. Il y avait Régis Aubry qui parlait la semaine dernière, vous l'avez peut-être vu, sur la question des EHPAD, de la maltraitance en EHPAD, et qui du coup était arrivé sur la question du suicide. Donc pas que je dise que vous faites de la maltraitance, loin de là, hein, c'est pas du tout mon propos, mais en tout cas sur quelle vie on propose. Et il y avait une chose que je voulais dire et que j'ai oublié de dire. C'est un étudiant en médecine qui a dit ça l'autre jour dans un cours comme ça, et j'ai trouvé ça intéressant. La différence entre ne plus vouloir vivre et vouloir mourir. Ça paraît bête, cette différence, mais elle est très importante. Parce que ne plus vouloir vivre, elle laisse la place à ne plus vouloir vivre de cette manière-là. Ne plus vouloir vivre dans ces conditions-là. Hein, et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut peut-être faire pour essayer d'entendre ce qui ne va pas. Et c'est vrai que souvent, il y a la dépression, malheureusement chez les personnes âgées, qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas parce qu'on a tendance à banaliser un petit peu en se disant oui, bon, il pense à la mort, à cet âge-là, c'est normal. Oui, bon, il reste au fauteuil comme ça sans trop faire grand-chose, normal. Et finalement, on passe à côté de beaucoup peut-être de cas de dépression. Je vais vous citer une histoire personnelle d'un monsieur qui est venu me voir à 88 ans. On pourrait se dire, qu'est-ce que je vais embêter les gens de 88 ans, qui avaient fait une demande en Suisse pour un suicide médicalement assisté en l'absence totale de toute pathologie incurable ou quoi que ce soit. Sa demande a été rejetée et ses proches l'ont du coup amené au centre de prévention du suicide et il m'a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas me laisser mourir comme ça? Et je l'ai rencontré et je me suis rendu compte qu'en fait, il était dans un état mélancolique, pathologique, très clairement. Et on a traité cet état mélancolique. Et aujourd'hui, il passe du temps avec ses petits-enfants, il fait plein de choses, il n'a plus du tout envie de mourir. D'accord? Sur la question du suicide comme état pathologique, on ne dit pas forcément le suicide comme état pathologique, parce que le suicide, c'est vaste, c'est une question très complexe, mais c'est en tout cas l'état pathologique qu'il peut y avoir derrière le suicide, et notamment la dépression. D'accord? Alors bien sûr, il reste toujours les cas des 5 à 10% où il n'y a pas de dépression, qui peut-être vont poser des questions, mais en tout cas dans notre pratique quotidienne, c'est toujours des dépressions qu'on voit. Vous voyez, et on intervient en EHPAD très régulièrement, et on tombe systématiquement sur la même chose, c'est-à-dire des personnes qui sont en fait dans un moment de grande fragilité, souvent les entrées en EHPAD, hein, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent parmi vous en EHPAD, mais vous avez remarqué, à chaque fois qu'on a appelé, on avait un cas ce matin encore, à chaque fois c'est au moment de l'entrée en EHPAD, parce qu'il y a un sentiment de perte de contrôle de sa propre vie, d'aller vers un destin qu'on ne connaît pas et de vouloir garder le contrôle aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord ? Donc c'est encore une fois voir le contexte, voir quelles sont les conditions dans lesquelles on peut accompagner la personne. Encore une fois, on n'empêchera jamais tous les suicides, c'est pas possible, mais en tout cas, permettre aux gens de vivre mieux, de vivre plus dignement pour pouvoir discuter. Et comme je disais avec ce monsieur, un monsieur qui ensuite a tout à fait envie de vivre, il voulait plus vivre comme ça, mais si on change le comme ça, il voulait pas mourir, il voulait bien vivre. Voyez. Alors ça répond peut-être pas à votre question, mais ça donne peut-être quelques éléments sur cette question-là. J'ai pas de question. Qui est-ce qui a une question? Bonjour. Alors moi, j'ai une question qui va aller un peu plus loin, parce que je suis infirmière aussi en psychiatrie. Et alors c'est vrai que quand vous décrivez des souffrances psychiques ou des dépressions qui peuvent être traitées, effectivement, il n'y a pas trop de doute, mais en psychiatrie, on a l'habitude de voir aussi des gens qui vont revenir régulièrement, qui sont dans une souffrance psychique qui dure longtemps, parfois des années. Et c'est vrai que même nous, en tant que soignants, parfois c'est difficile de garder l'espoir aussi pour ces personnes-là.
Et c'est vrai que parfois ils me disent mais ça fait des années que je souffre psychiquement, cette souffrance elle est terrible. Ce que vous me proposez, ça n'apaise pas mes souffrances, donc laissez-moi partir. Donc c'est vrai que après je ne sais pas quelle piste de réflexion on pourra avoir justement pour ce type de situation. C'est des situations qui posent deux questions qui sont des choses qui sont en train d'arriver. C'est la question des soins palliatifs en psychiatrie, qui est une notion qu'on n'utilise pas tellement, mais est-ce qu'on peut effectivement envisager qu'au bout d'un moment, on a des personnes avec des pathologies chroniques pour lesquelles il pourrait y avoir une forme d'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire on met des doses et des doses et des doses de traitement, 4, 5 neuroleptiques, etc. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans une ère où on envisage des soins palliatifs psychiatriques, c'est-à-dire finalement on n'est plus dans nécessairement que du curatif, où on monte en gamme et on va peut-être vers de l'obstination déraisonnable? C'est une question. Il y a des travaux là-dessus au niveau international. Peut-être qu'on va aller vers ça, vers comment, encore une fois, en termes de qualité de vie, on peut travailler sur la qualité de vie plutôt que vraiment sur les symptômes. Et ça pose une autre question qui est encore plus complexe, qui est celle de l'euthanasie, entre guillemets, pour les personnes atteintes de pathologies psychiatriques. Pour l'instant, au vu des avancées, on va dire, scientifiques ou thérapeutiques, on n'est pas en capacité de dire qu'il existe des pathologies psychiatriques incurables. Aujourd'hui, on a plutôt un ensemble de données qui vont vers l'inverse. C'est-à-dire qu'avec un plan de traitement adapté, avec des thérapeutiques adaptées, aujourd'hui, même des pathologies comme la schizophrénie, on a ce qu'on appelle le rétablissement, et on a des patients, des personnes qui peuvent se rétablir de l'ensemble des pathologies psychiatriques. Donc on n'a aucun argument aujourd'hui pour pouvoir dire qu'on est au bout de ce qu'on peut faire. Peut-être que ça arrivera dans les années qui viennent et il faudra se poser des questions. Je pense que ça sera effectivement des points de réflexion éthique qui nécessiteront des comités dédiés. Et en tout cas, c'est sûr. Voilà. Après, au niveau de la clinique quotidienne, comment on fait? C'est pareil, je pense, des réflexions communes, d'équipes, avec d'autres équipes aussi, pour voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on va. Est-ce qu'on rentre dans une phase peut-être plutôt palliative, entre guillemets? En tout cas, comment est-ce qu'on va vers une meilleure qualité de vie? Je pense que c'est des questions à se poser, mais c'est des questions compliquées. Par rapport à la question qui vient d'être posée par Yvonne, j'entends aussi une troisième voie ou un troisième axe et qui finalement serait un point commun entre la question soulevée par Yvonne, l'intervention de Benoît, la tienne, mais aussi en quelque sorte celle du professeur Debout, c'est celle du lien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ces contextes-là, il y a l'importance et les enjeux liés à l'accompagnement, mais aussi de ce lien à maintenir, à tenir, qui sera celui finalement qui permettra à la personne de rester. Et voilà, c'est ça, cette troisième voie, avec effectivement des moments où on se retrouve, comme l'a évoqué Édouard, avec des doses de thérapeutiques qu'on ne peut absolument plus dépasser, ou bien des fenêtres thérapeutiques qui sont proposées aussi et qui ne donnent pas de résultats. L'essor et le renouveau aussi, en quelque sorte, quand même, de l'électroconvulsivothérapie qui, dans les contextes des épisodes dépressifs majeurs, donne aujourd'hui de bons résultats et qu'on hésite de moins en moins à proposer aux personnes âgées également. Et je crois que du coup, par rapport à cette question du lien qui se tisse, de cette main qui reste, Benoît voulait réagir? Bon, juste pour continuer la réflexion, je prétends pas avoir de réponse, mais on pourrait aussi se demander dans quelle mesure ces idées suicidaires chroniques d'une patiente livrée auprès des soignants ne vient pas aussi illustrer un peu Peut-être que ces idées suicidaires, c'est le seul lien que cette patiente arrive à créer aussi avec vous, quoi. Et que le jour où elle les a pas, peut-être qu'elle aura aussi plus cette famille un peu bis, quoi. Ça se dit pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. Bon, voilà, on peut alimenter le débat. Bonjour, moi j'aurais voulu poser une question sur la prévention, mais on a beaucoup parlé de personnes en détresse ou qui étaient dans des situations difficiles, mais on n'a pas parlé des jeunes. Et les jeunes, malheureusement, pour avoir été confrontés plusieurs fois à ça, se suicident. Et malheureusement, comment faire pour le voir ? Comment on peut les aider, parce que souvent ils nous le disent surtout pas, et après qu'est-ce qu'on fait quand on a vécu ça? Alors c'est sûr que en quelques minutes on ne pouvait pas balayer l'ensemble des questions de prévention du suicide. La prévention du suicide se doit de porter à la fois sur l'ensemble de la population
et de cibler des populations particulières. Et les jeunes font partie intégrante et même dans les priorités du plan actuel de prévention du suicide au niveau national, avec des dispositifs dédiés, et notamment un des dispositifs qui est en train de se mettre en place et que vous allez peut-être voir arriver dans les mois, les années qui viennent. C'est ce qu'on appelle les premiers secours en santé mentale. C'est-à-dire que l'idée, c'est que de la même manière qu'on forme un ensemble de professionnels, mais aussi de personnes de la population générale, au premier secours, réanimation cardio-pulmonaire, etc., de former aussi les gens finalement à pouvoir détecter un petit peu des signes de souffrance et de mal-être pour que justement cette question du lien, cette question de l'attention à l'autre soit présente et qu'on puisse être attentif à ça. Après, sûr que les jeunes, effectivement, peuvent avoir tendance à cacher leur mal-être, c'est très compliqué, et on se doit de reposer aussi sur une prévention qui va être, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, portée sur l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire bon, les parents, les proches, mais pas uniquement, l'école, toutes les personnes qui vont être en lien avec les jeunes, d'être attentifs à ça. Mais vous voyez, par exemple, on forme là les étudiants en médecine pour le service sanitaire, pour qu'ils aillent faire des interventions dans les écoles, etc. Et la prévention du suicide, on a dit non, ça fait trop peur, c'est pas bien. Donc non, mais si, il va falloir, absolument, justement. Il va falloir absolument que dans les lycées, dans les collèges, on aille faire des programmes de sensibilisation à la prévention du suicide. Parce qu'on sait que ça marche en plus. On sait que ça marche si on met des personnes pendant plusieurs mois dans un lycée avec des plaquettes, comme on fait pour la prévention des risques sexuels ou ce genre de choses. Ça marche très bien. Donc c'est encore une fois une question de santé publique, de volonté au niveau de l'État. Donc il y a un observatoire national du suicide, donc les choses ont changé. Mais une chose qu'on dit souvent, on vous a dit un chiffre, 9000 décès chaque année par suicide, 3000 morts sur les routes. Je vous laisse faire la balance en termes d'affichage, de prévention qu'on peut voir. Il n'y a pas photo, quoi. Alors qu'on parle d'un problème 3 fois plus important en termes de décès. D'accord ? Et qui touche en plus de ça également les jeunes comme les problèmes de la route. Donc c'est des politiques de santé et on est en train de faire en sorte que dans les politiques de santé des années à venir, ça reste une priorité. Et pour l'instant, c'est le cas. Les choses vont arriver à se mettre en place.